Avec une croissance de 30% en 2014, les analystes du secteur IT ont dû se rendre à l'évidence. Les systèmes intégrés qui comprennent une couche serveur, stockage et réseau gérés par une couche applicative sont en plein décollage. Ils pesaient déjà l'an dernier 8,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un marché global des serveurs de plus de 49 milliards de dollars. Le dernier Magic Quadrant, le Magic Quadrant annuel de Gartner, publié en juillet, montre que HP passe dans ce secteur de la position de visionnaire précurseur à celle, certainement plus enviable, de leader du marché, en compagnie de Nutanix ou encore Oracle. Alors, où en sommes-nous côté adoption de cette technologie, chers amis? Qui sont les premiers secteurs et acteurs qui adoptent cette technologie et pourquoi faire? Alors, avec nous, deux experts, deux observateurs de ce monde de l'IT qui interrogent le concept de l'hyperconvergence. J'ai nommé Pascal Rabier, vous travaillez chez HP, je vais vous laisser vous présenter. Philippe Roux, blogueur émérite dans le monde de l'IT. J'invite nos amis internautes à balader le petit pointeur de leur souris sur le wall de cette vidéo pour aller voir les profils des deux. Effectivement, donc, je suis architecte IT chez HP. En particulier, je suis spécialisé sur toutes les solutions de convergence. Donc l'hyperconvergence naturellement en fait partie, c'est la nouvelle tendance, le buzzword à la mode sur le marché, et j'estime qu'il est important un petit peu de démystifier ce qu'on peut en attendre pour nos clients, pour l'ensemble des gens qui peuvent être intéressés. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de marketing autour de ce concept, et puis c'est souvent intéressant de voir qu'est-ce qui se cache derrière. Vous pensez que ça s'adresse à de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'entreprises? Ah, clairement, oui, je pense que ça concerne à peu près tout le monde dans l'IT, à partir du moment où ce sont des entreprises qui ont des objectifs d'être 100% virtualisées. Alors on va y revenir, il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu tout ça. La parole à Philippe Roux. Philippe Roux, pourquoi était-il important pour vous de faire le déplacement et de partager votre retour d'expérience sur l'hyperconvergence? Pourquoi ça vous semble un sujet de premier plan en ce moment? Comme l'a dit Pascal, c'est un des sujets phares de l'année 2015. Les voyantes du Gartner ont dit 2014, c'est les prémices de l'hyperconvergence, 2015, c'est la conclusion. Et quand on regarde les taux de croissance, on a l'impression d'être dans une république bananière, parce qu'on a 160% de taux de croissance d'année à année. Et Gartner prévoit un taux de croissance agrégé de 60% par an, 60% par an, jusqu'à 2019. Donc c'est vraiment un sujet vraiment de masse. Et c'est un sujet qui est l'évolution naturelle de ce qui s'est fait depuis quelques années. On n'a pas inventé l'hyperconvergence en 2014, c'est le fils naturel des architectures convergentes que certains constructeurs plutôt ont mis au bout du jour. Et je terminerai par le fait que ce qui est intéressant dans l'hyperconvergence, c'est que on voit une floraison de solutions de la part de petits players, ce qui était rarement le cas. Donc on a à la fois des majors, aussi bien des éditeurs que des constructeurs, et des petits players, des éditeurs, qui eux aussi se mettent dans l'hyperconvergence. Et donc on a une foultitude de solutions, et c'était intéressant de faire le point. Ce qui ne nous empêche pas, malgré cette brillante introduction, de revenir un petit peu sur le terme et de prendre le temps ensemble, si vous le voulez bien, de le définir. Alors, le Gartner différencie dans les systèmes intégrés trois catégories, mais je vais passer la patate chaude du descriptif de ce que nous dit le Gartner à Pascal Rabier. Exactement. Donc le Gartner propose trois catégories: les systèmes intégrés dédiés à un usage, et Integrated Stack Systems. Donc là, c'est plutôt pour tout ce qui est middleware spécialisé, type base de données ou autre. Ensuite, les systèmes d'infrastructure intégrés, qui sont les systèmes convergés classiques, où dans une solution on va mettre des serveurs, du stockage et du réseau et gérer le tout ensemble. Et puis les systèmes hyper convergés, qui sont donc le sujet d'aujourd'hui, où là on a une approche software defined, c'est-à-dire que la plateforme matérielle est uniquement serveur. Par contre, il y a une couche logicielle qui permet d'avoir les trois fonctions, serveur, stockage et réseau, entièrement réalisées de manière logicielle sur une plateforme matérielle uniquement serveur. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire tous les deux, alors évidemment, pourquoi c'est important de faire ces distinctions, mais pourquoi, même pour des experts de l'IT, il est important de tomber d'accord sur les termes? Est-ce que c'est structurant pour l'avenir de ce marché, pour la façon dont cet écosystème va fonctionner? Alors, moi, je ne vais pas aller contre le Gartner, parce que c'est des gens qui pensent bien mieux que moi. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt une évolution chronologique. On a vu les systèmes converger. La plupart du temps, ça vient des constructeurs, ces trucs-là.
C'est-à-dire qu'ils assemblent dans une petite jolie boîte, blanche ou grise ou crème selon les constructeurs, un petit peu de leur quincaillerie, un petit peu de leur logiciel, et ils vendent ça pour un usage. Et puis la virtualisation est arrivée, et les gens qui vendent des hyperviseurs se sont dit, mais on va vers l'hypervirtualisation, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas fédérer des plateformes matérielles et fournir, moi, éditeur de logiciel, une solution qui va vers le software defined. Et puis la troisième étape, c'est l'hyperconvergence. Alors, je ne sais pas bien, moi, la différence entre la superconvergence, l'hyperconvergence, l'hyper-hyperconvergence, mais grosso modo, ça vient plutôt du monde du logiciel, plutôt du monde du software defined, et je pense qu'on en reparlera. Ça complète la proposition de valeur des constructeurs traditionnels qui se mettent aussi à l'hyperconvergence parce que ça offre un peu plus d'intégration, un peu plus de software defined, et on est vers la commoditisation qui va être un des arguments clés de cette hyperconvergence. Pascal, le choix des termes n'est pas innocent. Il traduit forcément des convictions. Oui, clairement, effectivement, l'hyperconvergence, on comprend tout de suite avec ce terme fort bien choisi qu'on est au-delà de la simple convergence qui était, comme l'a fort justement dit Philippe, une tendance qui existe depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs même HP qui l'a introduite en 2008, je crois. Le fait de fournir des solutions plus intégrées pour que nos clients puissent plus rapidement les mettre en production. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'aller plus vite pour nos clients. C'est le monde moderne qui impose cette célérité, cette réaction face à la demande de leurs propres clients. Et donc, la converge infrastructure a été là au début pour pouvoir délivrer des services plus rapidement en administrant de manière automatisée et transversale les silos serveurs, stockage, réseau. Après, on a délivré des converge systems pour pouvoir avoir des solutions préintégrées, parce que c'était pas simple de mettre en place chez les clients cette converge infrastructure sur un existant. Et puis maintenant, on est dans l'hyperconvergence où on simplifie la base matérielle et la solution en ajoutant, comme l'a dit Philippe, une intelligence logicielle qui va permettre de rendre le tout plus agile, plus souple. Voilà. Et c'est le moment, chers amis, où je me retourne vers vous pour vous demander qui sont les premiers clients, les premiers acheteurs de cette technologie. Si possible, répondez-nous de telle manière que ceux qui ne sont pas encore clients se reconnaissent en nous écoutant et se disent « Ah, je suis peut-être mûr pour leur passer un coup de fil ». Clairement, en fait, les premiers gros déploiements ont lieu plutôt sur des grandes entreprises et les déploiements en cours concernent tout le monde. Vous trouvez, vous aussi, Philippe, qu'il y a peut-être une sorte de préjugé autour de l'hyperconvergence qui fait que beaucoup de sociétés pourraient tout à fait y accéder facilement, mais pensent que c'est réservé qu'aux grandes ? Mais ce n'est pas réservé qu'aux grandes, justement. L'un des intérêts de l'hyperconvergence, c'est d'apporter des solutions simples et a priori économiques. Donc ça intéresse les grandes entreprises, peut-être comme le cloud, pour mettre en place des solutions qui vont être plus faciles à paramétrer, plus faciles à installer, plus faciles à mettre en œuvre et plus faciles à rentabiliser. Mais ça intéresse aussi les petites, comme l'a dit Pascal. Les gens qui n'ont pas forcément de compétences peuvent, avec une solution d'hyperconvergence, très rapidement déployer des solutions de VDI, de consolidation de serveurs ou même des plateformes pour déployer de nouvelles applications. Donc ça intéresse vraiment tout le monde. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il semblerait, et c'est intéressant de le souligner, que l'Europe et particulièrement la France soient plus en avance sur les solutions d'hyperconvergence que ne le seraient nos amis américains. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche que le cloud, où le cloud était au début, alors je pense que ça a un petit peu évolué maintenant, réservé à des entreprises de taille raisonnable, je parle du cloud privé, parce qu'il fallait une masse critique pour rentabiliser les investissements, et là on n'est pas du tout dans cette démarche. C'est peut-être ce qui explique ces taux de croissance phénoménaux. Alors c'est vrai qu'en faisant mon petit travail de recherche avant ce plateau, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de use cases qui étaient présentés sur Internet. On ne peut pas forcément en évoquer là tout de suite, et puis on peut notamment proposer à nos amis internautes de faire aussi la recherche. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des premières entreprises qui déploient massivement alors, on peut prendre l'exemple des grands comptes, on sait très bien maintenant qu'on pourrait le faire avec des TPE, mais qu'est-ce que vous retenez en termes de retour d'expérience des entreprises qui commencent à déployer massivement des postes de travail comme ça virtualisés ? Clairement, effectivement, c'est un des premiers cas d'usage pour l'hyperconvergence. Mais ce n'est pas le seul, et aujourd'hui, ça représente moins de 50% des nouveaux déploiements, parce que clairement, l'hyperconvergence, c'est faciliter la mise à disposition d'une infrastructure pour accueillir des VM, et au fond, que ces VM, ce soit pour des postes de travail ou pour des serveurs, quelle importance. L'idée, c'est qu'on a une infrastructure qui est plus souple pour accueillir ces fameuses VM. Donc,
Je dirais même qu'aujourd'hui, sur l'aspect VDI pur, les éditeurs de logiciels sont là depuis longtemps, que ce soit VMware ou Citrix, qui sont les deux leaders du marché, et ont mis en place des mécanismes dans leurs solutions de VDI qui font que il n'y a pas forcément besoin de l'hyperconvergence pour retirer le bénéfice économique et performance d'une gestion en mode VDI. Donc bien sûr, l'hyperconvergence est simple à mettre en œuvre, mais au total, sur l'aspect purement économique, c'est surtout sur la partie gestion de VM serveur qu'on va vraiment y gagner. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Pascal, mais je voudrais ajouter un petit truc, parce que le VDI, ça fait quand même juste une quinzaine d'années qu'on en parle, et ça a quand même un petit peu eu de mal à prendre racine. Pourquoi ? Parce que c'était jugé peu économique. Il y avait un effort d'investissement qui justifiait pas forcément la mise en place de ces premières solutions VDI. Et avec l'hyperconvergence, des solutions beaucoup plus simples à administrer, plus économiques, pour le coup, VDI prend vraiment racine aujourd'hui. Deuxième effet qui se coule aussi de l'hyperconvergence, c'est le côté évolutivité, ce que nos amis anglo-saxons appellent scalabilité. Très simplement, on peut faire du scale-out et avoir des solutions VDI, puisque ça a été évoqué, qui vont progressivement intéresser de plus en plus d'utilisateurs. Ou alors des applications de cloud qui peuvent aussi être évolutives. Donc c'est ces deux effets qui se coulent, qui se combinent, la simplicité, l'économie et puis la facilité immense de scalabilité. Alors, question, avec l'hyperconvergence, la gestion logicielle unifiée des différentes couches du data center semble devenir une réalité. Est-ce qu'on peut aller vers un data center totalement automatisé, Pascal ? Mais clairement, c'est ce vers quoi tend tout le marché de l'IT aujourd'hui, le fameux Software Defined Data Center. Et en ce sens, l'hyperconvergence, c'est une solution d'infrastructure qui est essentielle pour faciliter cette migration, cette transformation vers le Software Defined Data Center. Mais ce n'est pas la seule. Clairement, l'hyperconvergence, c'est une solution d'infrastructure, donc on va gérer ces fameuses VM, ces fameuses virtual machines, mais on va continuer à les administrer en mode traditionnel. Si on veut vraiment aller vers le Software Defined Data Center complet, il faut rajouter des couches supplémentaires, donc la couche d'orchestration en mode cloud, où là ce sont carrément les utilisateurs métiers qui vont piloter le déploiement de services accélérés. Et puis il y a encore le mouvement récent, DevOps, qui lui va amener plus de réactivité, plus d'agilité dans le développement de nouvelles versions ou de nouveaux services, qui va unifier en fait le déploiement du développement au passage sur les opérations. Et c'est l'ensemble de ces trois mouvements qui va faire qu'on va avoir un data center complètement software defined, automatisé du sol au plafond. Philippe Roux, est-ce qu'il est souhaitable dans tous les cas de passer à ce type de configuration ? Est-ce que ça convient à tout le monde ? Ça convient aux gens qui ont besoin de quelque chose qui évolue rapidement et simplement. Donc, des gens qui ont une production qui subit des variations, des fluctuations dans le temps. Si j'ai une production qui est plate du 1er janvier au 31 décembre, je ne suis pas certain qu'un Software Defined Data Center change la vie. Ok, et d'après vous, alors, à quelle échéance est-ce qu'on peut espérer voir les clients les plus engagés arriver à cette phase de maturité qui est le Software Defined ? Alors, les clients les plus engagés commencent dès aujourd'hui à lancer des projets. On peut dire que certains grands groupes un petit peu plus pionniers que les autres en 2016 vont avoir des infrastructures Software Defined Data Center, peut-être pas sur l'ensemble de leur IT, mais sur des projets pilotes qui vont leur servir de référence pour adopter par la suite. Alors à ce sujet, et merci de m'avoir tendu la transition idéale pour nous orienter vers la conclusion et proposer à nos amis internautes de ne surtout pas hésiter à télécharger le livre blanc qu'on peut trouver sur un lien d'ailleurs présent sur le wall de cette vidéo, pour tout savoir sur l'hyperconvergence, un livre blanc proposé d'ailleurs par ZDNet, intitulé l'hyperconvergence, consolidation au niveau du data center. Donc cliquez sur le petit lien qui s'affiche pas loin de cette vidéo. À très bientôt et merci à vous d'avoir fait le déplacement, merci à vous d'avoir partagé. J'espère que vous reviendrez parce qu'en 2016, il faudra nous donner un petit peu plus encore de retour d'expérience.